Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Loïc May, qui est illustrateur. Salut. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce super studio. C'est vrai qu'il est super. C'est beau avec le beau quartier libre. On est hyper content parce qu'on t'a à la fois pour notre format Quartier Libre à la revue qui est dans Flûte, donc un magazine, un agenda culturel qu'on retrouve depuis maintenant, c'était en mars dernier déjà. Et donc on a un peu différentes pratiques artistiques et là on va avoir un peu d'illustration, ça fait très plaisir. On avait eu Épaule Noire aussi, c'était sur le tout premier numéro. Là, on est sur plutôt de l'illustration jeunesse. Et en fait, moi, j'ai vu ce superbe programme, cette superbe brochure des petits devant, les grands derrière. Et j'avais hyper envie, en voyant le dessin, je me suis dit, oh là là, mais il faut absolument qu'on invite Loïc à Quartier Libre. Donc ça y est, on va parler de plein de choses, de tes illustrations. On va parler aussi de tes spectacles, puisque tu en produis 2. En tout cas, tu en fais 2. On va parler aussi de ton processus créatif. On va parler de plein de choses. Donc c'est parti, bienvenue. Ben, c'est parti. Est-ce que tu peux déjà nous dire, Loïc, quand est-ce que tu as commencé le dessin? Est-ce que tout petit, tu as commencé à dessiner et c'était déjà merveilleusement beau? Eh ben, je vais faire une réponse que je fais très souvent. J'ai commencé à dessiner exactement au même âge que toi, Agathe, c'est-à-dire entre 1 an et 2 ans. Alors évidemment, on fait des gribouillis, puis après on sait faire... D'abord on fait des gribouillis, puis après des ronds, des croix, des points, puis on fait un rond avec 2 points, ça fait une tête, et puis petit à petit on s'est dessiné un bonhomme, et une maison, et une voiture, et le garage, et la voiture qui va dans... Et puis petit à petit on sait faire de plus en plus de choses. On va en maternelle, on dessine tout le temps en maternelle, et puis après ça commence à un peu se gâter, mais pas trop à l'école primaire. On continue à dessiner, mais... c'est vraiment pour appliquer des choses, illustrer une poésie, je sais pas, faire une carte de géographie, tout ça. Et là où ça commence vraiment à faire le tri, c'est au collège. Et au collège, il y en a qui continuent à dessiner, comme moi. C'est-à-dire qu'1 heure d'art plastique par semaine, ça ne me suffisait pas. Donc je faisais d'autres choses, des BD chez moi, tout un tas de choses. Même plus que du dessin, je faisais plus des choses manuelles. Je bidouillais, je bricolais en carton. Ça, c'était vraiment mon truc. Ça l'est toujours. Et puis les autres copains ils font du basket, de la trompette. Toi c'était le dessin. Et c'est là que les chemins se séparent. Et puis après moi au lycée j'ai fait l'option art plastique à l'époque. Donc non seulement on dessine plus, et puis on se retrouve avec des gens qui ont fait les mêmes options, qui ont choisi les mêmes options que nous. Donc on est ensemble, on faisait un fanzine, on fait l'affiche du groupe de rock d'un copain, et on commence, mine de rien, on est encore au lycée, mais à faire des petites choses dans la vie des projets, de notre lycée, ouais. C'est ça. Et puis voilà. Et après, j'ai choisi de faire des études de publicité. Alors c'est pas du dessin, mais il y a beaucoup de dessins dedans, surtout à l'époque. Et puis voilà, c'était parti. Après, c'est des projets. Mais ce qui est sûr, ce que je dis souvent, notamment aux enfants quand je les vois, c'est que quand j'étais à l'école primaire, je dessinais pas mieux que mes copains. J'adorais ça. Mais c'est à force de là où les autres ont arrêté, moi j'ai continué. Et c'est là que j'ai progressé. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a un moment où on arrête tous à faire du dessin, mais peut-être qu'en fait tout le monde pourrait savoir illustrer, dessiner si on s'arrêtait jamais. Alors, à la fois, je pense que oui. Mais comme tout, comme n'importe quelle discipline, et à la fois, si je prends mon exemple, si j'avais fait du foot, si je m'étais jamais arrêté, j'ai pas commencé longtemps, mais si je m'étais arrêté, je pense que j'aime pas ça et j'aurais pas voulu progresser. Dessiner, c'est quand même un truc où il faut aimer être tout seul, déjà ça fait des choix pour nous quand même de vouloir cette solitude-là ou pas. Et puis, faut aimer ça, faut aimer être assis longtemps à une table. Il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, qui aiment bouger ou qui aiment être avec d'autres gens, donc c'est peut-être pas là-dedans qu'ils vont s'épanouir. En fait, le truc, c'est ça, c'est qu'il faut s'épanouir et il faut s'amuser. Donc moi, en tout cas, je m'amusais là-dedans. Mais en termes de pur talent, on va dire, moi, j'y crois pas trop, cette notion de talent, parce qu'effectivement, si on continue, on y arrivera. Et en même temps, j'ai plein de copains, quand je les vois, je dis mais comment ils font On a le même âge, ils ont dessiné autant que moi et ils sont trop forts. Donc il y a peut-être un truc de talent. Ouais, quand même, finalement. J'en sais rien. Toi, est-ce que quand tu étais petit, tu avais envie de devenir illustrateur? C'était un rêve? Pas du tout. Et même, je connaissais pas ce métier. Enfin, j'avais bien des livres et je me disais bien qu'il y avait quelqu'un qui dessinait. Voilà. Mais j'avais jamais fixé ça. Et c'est... quand j'étais au collège même, on m'avait dit que si tu aimes dessiner, tu pourrais être prof d'art plastique. Alors moi, voilà. On m'avait jamais vraiment dit qu'il y avait autre chose. C'était très... il y avait un peu le fantasme de l'artiste
qui fait un dessin pour un bout de pain. Enfin, c'était pas vraiment un métier, on me l'a jamais vraiment dit en tout cas. Au lycée, pareil, moi, je voulais être prof d'art plastique de lycée, attention. Et puis après, vraiment juste quelques semaines avant le bac, j'ai découvert ce qui s'appelait à l'époque l'école d'art appliqué de Poitiers, qui s'appelle aujourd'hui l'école de design de Nouvelle-Aquitaine. Et je me suis dit, ah mais quand on aime dessiner, on peut faire de la pub ou de l'architecture d'intérieur, les deux me bottaient bien. Et ça a vraiment été un déclic, alors j'ai vraiment changé d'orientation, je dis quelques semaines, ouais, je pense 1 mois avant le bac. Hein. Et t'allais vers où avant de choisir une fac d'art plastique pour être prof d'art plastique, okay. Parce que peut-être j'étais pas assez curieux pour voir qu'il y avait d'autres choses, mais en tout cas je m'étais jamais posé cette question-là. Et donc là j'ai découvert plein de métiers où il y a besoin de dessiner, dans le design, la déco, la pub, tout un tas de choses, et l'illustration. Et on avait tout un tas de profs qui étaient des professionnels, dont un prof, notre prof de pub, qui est illustrateur, à Poitiers d'ailleurs, qui s'appelle Laurent Audouin, et qui m'a dit, qui nous a dit à 2-3 autres de ma promo, ah, votre dessin il irait bien en jeunesse. Alors là, en plus à 18 ans, dessiner pour la jeunesse, c'est très près de nous, ça donne déjà, pas du tout envie. Mais là, j'ai vraiment en plus découvert très précisément un monde qui est foisonnant de tout un tas de choses, de dessin, de créativité, de tout ce que j'aimais. Et j'ai quand même continué vers la pub, j'ai travaillé en agence de pub, et petit à petit ça m'a démangé, et puis ça me donnait vraiment envie, tout ce qui pouvait se faire en termes de dessin dans l'illustration jeunesse, parce que quand on aime dessiner, finalement, l'édition jeunesse, il n'y a que enfin, il n'y a pas que du dessin, il y a évidemment des textes, mais il y a beaucoup de dessins. Quand on veut faire du dessin dit pour adultes, sorti de la BD et de l'illustration de presse, ou de l'illustration un peu culturelle qui s'apparente quand même plus à de la com, c'est plus vite refermé. Donc, moi, ça m'a vachement plu. Bon, j'ai travaillé en agence de pub, et puis petit à petit, j'ai envoyé des petits exemples de dessins dans des magazines. Hein. Je prenais ce qu'on appelle l'ours, donc avec le numéro de téléphone, à l'époque peut-être le mail, je sais plus, du rédacteur en chef, du directeur artistique, et j'envoyais. Au début, on m'a demandé un cabochon, un tout petit dessin, puis un plus grand, et puis un jour, j'ai quitté l'agence de pub où je travaillais, puis ça fait... J'ai vu 2004. Ouais, 21 ans que je fais ça, que je fais que du dessin. Jeunesse principalement parce que c'est là où je m'amuse, mais après moi je m'amuse de tout. Ouais. Et justement, donc l'illustration jeunesse, j'ai vu dans une interview que tu disais que tu étais un grand enfant et que tu t'amusais là-dedans aussi. Alors, outre ça, outre le fait qu'il y ait de la place pour dessiner dans le monde de l'édition jeunesse, moi ça me correspond bien parce que dans ma vie, alors grand enfant, je sais pas trop, mais en tout cas j'aime jouer. Aujourd'hui, j'aime tous les trucs que j'aimais quand j'étais à l'école primaire, quoi. Jouer, faire des cabanes, enfin bon. Donc ça me correspond carrément. Et puis j'imagine que ça fait vachement appel à l'imaginaire, c'est ça aussi l'illustration jeunesse? Alors oui et non, oui. Et non. Je vais d'abord commencer par non parce que souvent on me demande, moi je reçois des textes d'un auteur et je l'illustre. Alors quand c'est de l'illustration pour un magazine, j'illustre tous les mois dans Youpi l'actualité scientifique et des animaux et tout ça. On a libéré un phoque dans les Côtes d'Armor, je dessine un phoque qui sort d'une caisse, voilà. Et au contraire, il faut que j'aille voir plutôt de la documentation sur quelle race de phoque c'est. Donc c'est pas du tout un truc dans l'imaginaire. Même dans les livres, parfois il faut être vraiment au pied de la lettre. Et alors après, il y a quand même une porte où il faut avoir son point de vue sur l'univers qu'on propose. Et ça va être l'imagination, ça va être plus dans la création des personnages, avoir son style, sa gamme de couleurs, où là on va créer un univers ou trouver mais comme n'importe quel réalisateur de film par exemple, trouver la manière de montrer qu'on n'a jamais vu ce propos qu'on n'a pas écrit en fait. Voilà. Et après, alors moi j'ai écrit quelques livres, mais je saurais jamais dire comment j'ai trouvé les idées, c'est vraiment des trucs qui viennent comme ça. Mais oui, l'imagination, je sais pas si c'est ça. Alors tout le monde me dit ça, donc il doit y avoir un truc, mais j'en sais rien. Oui, en fait, y a moi, ma question, c'est quelle est la part d'improvisation en tant qu'illustrateur quand on reçoit un script tout fait, quoi? Moi, j'aime déjà bien travailler dans l'urgence. Donc,
quand on est dans l'urgence, on se pose pas de la question de quel choix je fais et tout, on y va. Et après, il y a aussi tout un tas de choses que j'ai appris pour le coup en école de pub ou en agence, c'est des méthodes. C'est clairement, quand on fait un gag, moi je fais beaucoup des gags dans des magazines, il y a des ficelles, c'est-à-dire un anachronisme, une exagération. En fait, quand on a fait le tour des 5 ou 6 possibilités, en fait, quasiment tous les gags qu'on voit, ils reposent là-dessus en général. Donc ça, c'est un peu des méthodes. Moi, je lis un texte, je me dis, ah oui, ça, il y a matière à exagérer ça, par exemple. Alors, toujours, je prends dans Youpi, par exemple, je sais pas quoi, on a trouvé une nouvelle variété de la plus grosse abeille du monde. Bah, bien sûr, j'ai dessiné une abeille grosse comme un éléphant, c'est ça qui est drôle. Bon, c'est facile en même temps, mais ça fonctionne. Donc, parfois, on va direct là. Puis parfois, bah, on cherche un peu. Parfois, ça vient, on sait pas trop comment. Moi, j'ai l'impression d'avoir réappris à dessiner en faisant quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Il y a une dizaine d'années à peu près, j'ai commencé en amateur à faire du théâtre d'improvisation. Et là où avant, quand je dessinais, je réfléchissais, je me disais alors ça non c'est pas une bonne idée, puis je commençais quand j'avais mon idée, en impro j'ai appris l'inverse, c'est-à-dire que on est sur scène, on commence, on nous donne un thème, il faut commencer, on sait pas ce qu'on fait et on passe toute la scène à ajuster et on s'aperçoit qu'à la fin ça marche. C'est pas toujours réussi, mais en tout cas ça marche. Et maintenant je travaille beaucoup comme ça, notamment pour les gags où je lis le texte et je commence, même si j'ai pas d'idée, je fais des yeux, un nez, et l'idée elle vient en dessinant. Et puis après je peux la modifier et tout ça. Mais ça m'a vraiment... je dis souvent aux étudiants, quand j'en vois, un des trucs qui m'a le mieux appris à dessiner, c'est le théâtre d'impro. Ouais, en fait, finalement, tu te nourris de d'autres pratiques pour venir nourrir tes pratiques d'illustration. Ça, c'est hyper important. Alors, bon, moi, là, c'est ça, mais pour d'autres, ça va être d'autres choses, les goûts qu'on a, les curiosités diverses qu'on a. Ça, c'est hyper important. Toi, Loïc, on sait que chaque illustrateur a sa propre patte. Bon, je pense que ça peut bien montrer ta patte à toi. Quand je dis ta patte, c'est qu'est-ce que tu aimes dessiner? J'ai l'impression que c'est les personnages, c'est les émotions, la nature. C'est quoi qui te fait kiffer quand tu dessines, quand tu illustres? Justement, depuis que je fais du théâtre d'impro, c'est vraiment les personnages, leurs expressions. Alors dans de la BD, encore plus. Dans de la BD, autant dans une image, alors là on est clairement dans de la communication, mais même sur un livre illustré où on a une grande image sur chaque page, on travaille, on raisonne de la même manière qu'une affiche. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine efficacité, en tout cas dans ma manière de dessiner, une certaine efficacité, il faut que ça fonctionne et tout. Là où la BD, on va avoir parfois comme un dialogue, là on discute tous les deux, on a tout un tas d'émotions, mais ça reste assez subtil, on ne fait pas « ah, oh, parce que ce serait indigeste, ce serait pas possible. Là où dans l'illustration, on pousse un peu plus les curseurs. Donc moi, ça, depuis que j'ai commencé à faire de la BD il n'y a pas longtemps, là, il y a 1 an et demi, depuis que j'ai commencé à faire de la BD et du théâtre d'impro, c'est vraiment un truc qui m'intéresse, de réussir à ce que les personnages que je dessine, je dis parfois, je veux qu'ils jouent bien, comme un comédien finalement. Voilà. Et ça doit vachement plaire aux enfants. C'est quoi les retours des enfants quand ils regardent tes dessins? Eh bien, alors sur Nono Lulu, justement, c'est super parce que l'autrice, elle, avait bien écrit les personnages. Quand j'ai commencé, j'avais Nono Lulu, elle a tel caractère, elle a tel âge, voilà, c'est la cousine de un tel, etc., etc. Donc chaque personnage était hyper bien posé, donc ça c'est super pour dessiner. Et puis après, moi j'ai essayé de travailler justement cette finesse-là de caractère, et je vois que les enfants qui lisent, ils ont leur personnage préféré, ils ont envie de savoir ce qui va se passer. Alors là, dans le tome 2 que je viens juste de finir, y a 2 personnages qui vont tomber amoureux, donc alors là c'est gros suspense. Et donc ça c'est rigolo. Ça prend vachement. Après il y en a d'autres qui vont être plus dans cette BD là attirés par le côté plus aventure. C'est sur une île déserte, le côté un peu il n'y a pas de parents, ils font un peu des bêtises. Un peu, beaucoup même. C'est quasiment que ça. C'est 6 enfants qui échouent sur une île et qui sont sans parents et qui vivent très bien. C'est très bienveillant. Alors ils se font un peu des croche-pattes quand même, mais c'est drôle et bienveillant.
Et puis, c'est le rêve, quoi. Il n'y a pas de parents. Ils reçoivent des bouteilles. Des parents, justement, qui disent « On arrive, faites pas trop de bêtises en attendant ». Et les enfants me disent souvent, ils envoient une bouteille, ils la reçoivent quelques minutes après, ils n'ont pas l'air bien loin, les parents. Mais même moi, je ne sais pas où ils sont, les parents. C'est subtil. Justement, je veux bien qu'on parle de cette BD, puisque donc, elle est sortie en janvier dernier. Le tome 2 sort là, en janvier prochain. Un an entre les deux. Donc, c'est Paul Bateau qui l'a écrit, toi qui l'as illustré. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu accès à cette possibilité d'illustrer cette BD-là ? Moi, c'est l'éditeur qui m'a contacté, l'éditrice en l'occurrence, de Ozu BD, qui m'a proposé le projet. Voilà, j'ai fait des essais. Et puis, ça a plu à tout le monde. Alors, ça n'a pas plu du premier coup. Bien au contraire, on a beaucoup travaillé les personnages. L'univers, pas trop. Mais les personnages, oui. Notamment l'héroïne Nono Lulu, que l'éditeur m'a fait beaucoup travailler, modifier. Je me souviens qu'elle me disait souvent, nous, on a envie que quand on la voit, on a envie que ce soit notre copine. Donc, elle, on l'a beaucoup travaillé. On voulait aussi qu'elle sorte un peu des clichés habituels de l'héroïne. Donc, elle a les cheveux dans tous les sens, elle a une dent cassée. Alors, est-ce que c'est qu'elle est un peu casse-cou ou comme elle a 7 ans, elle a peut-être perdu une dent. Elle n'est pas filiforme. Elle a des plumes. Elle a des plumes. Il y a un côté vraiment Robinson. Voilà, on voulait ce côté-là, un peu pas la petite fille modèle comme on a l'habitude de voir souvent. Il y a beaucoup d'enfants qui disent « il » d'ailleurs, peu importe, c'est ça, c'est vraiment marrant moi je trouve de ne pas s'attacher à ça. Voilà. Et puis c'est pas une héroïne qui a que des qualités, elle est quand même assez pénible avec les autres. Donc ça c'est rigolo. Alors pour le coup à dessiner, c'est comme n'importe quelle histoire. S'il se passe tout un tas de choses, même négatives, c'est là que c'est intéressant et croustillant. Et donc, il y a un an, en tout cas en janvier dernier, ça sortait. Le tome 2 arrive en janvier prochain, janvier 2026. Qu'est-ce qui va se passer dans ce tome 2 ? On va pas voir les parents. Je pense qu'on les verra jamais. Ils ne sont toujours pas là. Il va y avoir une histoire d'amour entre 2 personnages. Ça, c'est marrant à dessiner. Ça fait des nouvelles émotions. Il va y avoir un personnage, Alistair, qui aime beaucoup la nature, qui va élever une plante carnivore géante dans la forêt en cachette. Ça, c'est rigolo. Et puis après, il va y avoir toujours plein de gags, de choses comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'était quoi la différence entre le premier et le deuxième dans l'illustration pour toi ? C'est toujours dur. Moi, ce que j'avais en tête, c'était de me dire faut faire pareil, puisque c'est la recette a plu. Et en même temps, faut pas faire pareil, parce que faut qu'il y ait de la nouveauté, notamment sur les ambiances de couleurs. Alors moi, j'ai attaché beaucoup d'importance dans ce livre-là à la couleur, sur les ambiances. Sur le tome 1, quand j'ai dessiné les 10 premières pages, c'était dans la jungle, c'était tout vert. Je me suis dit, oula, si on fait une BD de 100 pages toute verte, ça va être horrible. Donc, on a cherché d'autres choses, des couchers de soleil, des couleurs pas du tout réalistes et tout ça, qui du coup poussent l'effet tropical, très coloré. Donc là, moi, j'ai essayé d'aller plus loin là-dedans. Et puis, oui, l'idée, c'était de pas ennuyer, mais de garder ce qu'on aime. Mais de dire comment j'ai fait, je sais pas, c'est un travail de tous les jours à se dire, là, je vais essayer d'aller un peu par là, ou de conserver ça. J'ai pas de recette là pour le coup. Mais de pousser en tout cas la version 1 quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Faut qu'il y ait plus, mais faut pas que ça aille ailleurs quoi. Faut essayer de garder les marqueurs. Alors je pense qu'ils y sont. Puis dans le premier, la première pierre, c'était le scénario. Donc ça moi je l'ai reçu, ça calait tout de suite quoi. Et donc tu disais le premier numéro a très bien marché. Enfin le premier tome a très bien marché. Ouais, ça a bien marché. Tout le monde est content. Ça on adore. Moi aussi. Donc ça après le marché de l'édition et de l'édition BD, c'est quand même, on est nombreux, donc faut faire sa place. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que oui, les ventes fonctionnent, ça c'est bien. Puis je vois surtout que les enfants adhèrent. Alors on va essayer qu'ils adorent. Ils adhèrent, ils adorent.
oui, donc ça c'est chouette. Ça c'est un truc nouveau. Alors j'ai l'habitude de faire plein de livres et évidemment quand je vais dans des classes, les enfants ils aiment bien, ils me jettent pas des pierres. Mais là je voyais un truc nouveau qui est pas forcément dû à mon travail à moi, mais sur la série où ils ont envie d'être copains avec tel personnage. Lui c'est mon préféré. Qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2 par exemple? Dans le tome 1, il y a une grotte qui parle. Ok. Donc on veut savoir ce que c'est. Et l'autrice a choisi de donner la réponse dans le tome 3. Donc je sais même pas ce qu'il y a dans cette grotte qui parle. Okay. Mais les enfants, ils étaient très questionnants là-dessus. Donc ça, c'est super motivant pour nous. Ils s'attachent aux personnages en fait. Et encore une fois, c'est dans l'illustration des personnages. Toi, c'est ce qui t'intéresse aussi. Et de voir que les enfants adhèrent aux personnages et ont même des attachements, ça marche quoi. Oui, et puis moi, je me suis beaucoup inspiré de mes propres enfants et de tous leurs copains pour créer cela. Moi, j'avais vraiment envie que ça ait l'air vrai, que ce soit des personnages proches de nous quoi. Ouais, qui jouent bien la comédie quoi, qu'on croit. Ben justement, c'était une de mes questions. Qu'est-ce qui t'inspire ton quotidien, tes enfants? Qu'est-ce qui, dans le quotidien de tous les jours, viennent inspirer tes dessins? À 90%, c'est le texte que je reçois, comme on disait, où moi je dessine moi je suis un bon élève, hein, je dessine ce qu'on me dit de dessiner. Mais après, clairement, Alistair, là, je me suis inspiré de mon fils. Déjà, il lui ressemble un peu. Et puis le personnage qu'avait écrit l'autrice ressemble beaucoup à mon fils. Donc, je me suis inspiré de lui. Et puis, à un moment, si je dois trouver quelque chose, enfin une manière de dessiner une scène, soit j'y arrive, je me pose pas la question, mais quand je sèche un peu, je vais repenser à lui. Et puis après, les autres, c'est que des mélanges en fait de plein de gens. Même lui, c'est pas que lui. Et puis les animaux, il y avait un truc, j'avais envie de... Comme les personnages sont très acteurs de leur histoire et leur aventure, très conscients de tout ce qu'ils font, y a beaucoup d'animaux et ils ont tous l'air plus idiots les uns que les autres. Okay. Là, j'avais vraiment envie de faire des animaux qui subissent l'arrivée d'enfants sur cette île-là, donc ils se font attraper, écraser, voilà. Alors dans le tome 2, on est allé beaucoup plus loin là-dessus, sur les gags de second plan, notamment avec les animaux qui vont toujours subir, je sais pas quoi, un enfant se cogne dans un arbre, une noix de coco tombe sur l'animal, mais c'est pas l'histoire principale, c'est les petits gags. J'aimais beaucoup ça quand j'étais petit dans les BD que je lisais, donc ça on l'a poussé. Et est-ce que ton fils, il sait qu'il t'inspire? Oui. Alors après, c'est pas copier-coller de lui, mais oui, je leur ai dit. Et ma fille, c'est plus l'héroïne Nono Lulu. Mais c'est plus sur des attitudes, vraiment des caractères. Mais c'était déjà écrit. Alistair, par exemple, il était passionné de nature et un peu dans son univers à lui. J'avais pas besoin de le dessiner. Je voyais déjà que c'était ça. Et donc tout à l'heure, on l'a dit au tout début, tu illustres à la fois de la presse jeunesse comme Youpi, comme Toboggan et j'en passe. Tu illustres aussi donc des choses qui sont écrites par des auteurs. C'est quoi ton processus de création? J'imagine qu'il y a une grosse part de recherche aussi, c'est-à-dire que tu dessines notamment dans la presse jeunesse, tu le disais, tu t'es obligé d'aller chercher avant de dessiner, chercher plein de choses. Alors oui, moi je fais beaucoup de livres documentaires de la presse, donc là clairement si on doit dessiner un char d'assaut de 43, faut y aller. Surtout on rigole pas avec les historiens de la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, donc faut être très précis sur ça. Puis c'est aussi le propos, c'est-à-dire qu'un documentaire c'est un documentaire, mais même dans la fantaisie, encore une fois Nono Lulu, j'ai regardé comment sont les végétaux dans une forêt tropicale, parce que il faut qu'on y croit, il faut que chaque case qu'on voit, on se dise c'est bien sur une île tropicale et pas au bois de Saint-Pierre, de Saint-Cyr, non de Saint-Pierre, pardon. Le lac de Saint-Cyr, le bois de Saint-Pierre. Donc faut qu'on le sache, c'est-à-dire que la documentation, elle sert soit effectivement à expliquer ce qu'on dessine, mais elle sert à rendre crédible l'illustration. Et c'est là où moi je crois que on parlait de dessiner petit, c'est là où on se professionnalise en franchissant ce pas-là, d'être documenté et que moi parfois les enfants, pas que moi, plein d'autres illustrateurs, je l'entends, les enfants ils disent mais on croit qu'ils sont vrais, alors que non, on croit pas qu'ils sont vrais, sinon ils auraient des têtes grosses comme ça, évidemment que non, mais on croit que c'est quand même vrai et c'est dû à ça, la documentation des objets, des décors, mais aussi des émotions et tout ça. Là où quand on dessine pour s'amuser, on est moins là-dedans parce qu'on est juste dans un truc pour se faire plaisir et c'est génial. Il faut commencer par ça.
mais je pense que le côté comment faire pour que le dessin il ait l'air vrai, et ben c'est ça, c'est se documenter. C'est intéressant parce que l'illustration, on peut imaginer que c'est uniquement de la fiction, uniquement de l'imaginaire, mais en fait non, il y a vraiment du vrai qu'on vient mettre dans son dessin. Oui, et puis il y a plein de choses là. Si on prend les petits devant, les grands derrière, ça ressemble pas du tout à la réalité. C'est pour le coup beaucoup plus dans l'imaginaire. Mais à un moment, les pattes d'un oiseau, elles sont tordues comme ça. Les feuilles, elles tombent parce qu'il y a la gravité. Bon, il y a tout un tas de choses qui font que, ou pour reconnaître un ours, il faut que j'ai les côtes de l'ours. Il a plutôt des oreilles rondes, des choses comme ça. Il faut un minimum avoir qu'on des reconnaisse choses. En fait. Ouais, c'est ça. Et bien justement, on peut parler de ça parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a fait tilt, où je me suis dit, il faut que Loïc soit avec nous sur Quartier Livre. Est-ce que tu peux nous parler de cette commande des petits devant, les grands derrière pour le public qui nous regarde? C'est un dispositif de programmation jeune public pour, dans certains lieux culturels. Alors on a le TAP, on a Beaulieu, on a plein d'autres endroits, et c'est une saison entière qui est dédiée au jeune public. Donc évidemment, on pense jeune public, on pense à toi Loïc. Comment s'est passée cette commande? Comment on t'a contacté et quelle était un peu la direction artistique pour cette brochure? Eh bien, c'est Cécile Desvart qui m'a contacté, qui s'occupe de la programmation des petits devant, les grands derrière. Moi j'étais déjà surtout super content et super fier de le faire parce que la programmation elle est de qualité. Moi j'y vais avec ou sans mes enfants depuis longtemps. C'est une programmation qui existe depuis très longtemps. Moi quand je suis arrivé à Poitiers ça existait déjà au XXe siècle et donc on pense pas à moi tout de suite puisque ça fait au moins 25 ans que ça existe et on m'avait jamais demandé encore. Mais ça y est. Ouais, ça y est enfin. Et donc je suis super content pour plein de raisons, pour ça justement, pour cette programmation et tout, et aussi parce que ce genre de travaux, ça me permet moi d'aller voir ailleurs, d'aller dans un type de dessin qui est le mien, puisque c'est pour ça qu'on m'appelle, mais d'essayer de prendre des chemins que je prends pas habituellement. Un peu plus créatifs, quoi. Oui, et qui sont moins qui restent dans la commande, puisque c'en est une, mais qui sont dans des choses, de l'ordre du test, quoi. Et ça me plaît bien, beaucoup même. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas travaillé de la même manière que d'habitude. Moi, je travaille en numérique quasiment tout ce que je fais. Là où d'habitude pour de la presse ou de l'édition je fais des crayonnés j'allais dire au crayon de papier, non c'est numérique mais je fais des crayonnés en noir et blanc, l'éditeur les valide, on change des choses et tout ça. Là j'ai directement fait quelque chose en couleur qu'on a quand même un peu modifié avec l'équipe des petits devant, les grands derrière. On pourrait le retrouver, mais le premier dessin que j'ai fait il était très proche de ça. Ce qu'on a ajusté c'était plus des choses de l'ordre de l'ambiance, de petits détails en plus. Les couleurs, on était déjà là-dedans, mais bon après il y a un système d'équilibre qui vient, ou des petits endroits pour placer le texte par Esclarmonde de Bernard, la graphiste, qu'on a pu bouger. Mais oui, c'était plus comme une sorte de premier jet qu'on améliore et qu'on garde tel quel. Là où dans l'édition ou même dans la pub, on va être plus à y aller petit à petit. Oui, voilà. On en voit petite chose par petite chose. C'est ça. C'est intéressant, tout à l'heure en off, on parlait de l'évolution de l'illustration, puisque là, tu l'as dit tout à l'heure, tu dessines sur tablette, donc il y a le côté de l'illustration numérique. Mais toi, quand tu as démarré, c'était pas comme ça. Est-ce que tu peux revenir sur comment ça a changé, comment ça a évolué la pratique de l'illustration? On allait à l'école sur des ânes déjà. Moi j'ai commencé sur papier, mais comme tous les enfants en fait. J'ai rien vu d'extraordinaire, c'est-à-dire que les outils ont évolué et puis continueront à évoluer. Donc j'ai dessiné sur papier, alors y compris quand j'ai commencé à en faire mon métier, où je dessinais à la plume et à l'encre de Chine, et puis je faisais mes couleurs déjà par ordinateur. Mais quand j'étais étudiant, en tout cas, donc vers les années 2000, tout l'intérêt c'était d'essayer plein de choses, de la peinture, de l'encre, de la pâte à modeler, de tout. En fait, c'est ça qui est génial. Moi, c'est des années que j'ai adoré, où on teste tout un tas de choses et puis on se spécialise. Le numérique permet de faire plein de choses, donc ça c'est super. Comment dire, la limite c'est de tomber dans un truc qui est très pratique. C'est-à-dire que c'est très pratique, on refait, on change la couleur, l'oiseau, on va essayer en vert, on va essayer en jaune, et puis on prendra celui qu'on préfère à la fin. Là où avant, moi j'ai encore toujours ce fond-là, je sais pas, justement, un jeune graphiste ou illustrateur de 25 ans qui a tout de suite travaillé en numérique, je sais pas comment il travaille, mais moi je savais dès le départ que cet oiseau,
mon ambiance couleur, je l'avais dans la tête. Alors après, on ajuste, mais je l'avais en tête. Et souvent, quand je fais des choses sur des carnets, je fais des tout petits croquis, tout petits pour les affiches notamment. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris en pub, des tout petits croquis de 2 cm sur 3, où il n'y a pas grand-chose à dessiner, mais on pose les bases. Comme le plan d'un appart, on dit là, je vais mettre le canapé, là, le bureau. Bon, les lampes, on verra plus tard. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Et puis après, on décore, on agrémente. Aujourd'hui, j'ai peur de rien, mais je me dis que moi-même, avec le numérique, on tombe parfois dans l'inverse en se disant je vais mettre un petit oiseau rouge là, c'est sympa, et puis qu'est-ce que je pourrais mettre à côté ? Et on conceptualise moins l'ensemble. En tout cas, moi, le piège du numérique pour moi, c'est celui-ci, d'être dans un truc, ça c'est joli, et puis ça c'est joli, je le mets à côté, puis à la fin c'est joli, mais on n'a pas l'idée du concept avant qui, pour moi, alors je viens de la pub en plus, donc qui est vraiment un truc, qui est le truc le plus jouissif, c'est c'est le concept en fait, général. Voilà. Et par contre, toi, tu nous as montré tout à l'heure, tu as un carnet de recherche. Ah oui, alors. Et ce carnet de recherche, tu l'utilises comment ? Tu as une idée, tu la dessines ou comment ça se passe ? Alors là, celui-ci, c'est le carnet de Nono Lulu. Donc c'est le tome 1. Il y a plusieurs choses. Il y a toutes les recherches que j'ai pu faire. D'ailleurs, Nono Lulu ressemble pas du tout à la Nono Lulu du livre à la fin, parce que au début, je le savais pas. Donc j'ai essayé tout. Donc voilà, plein de choses, avec tout un tas de crayons, de peintures. Alors on voit que petit à petit ça s'affine. Il y a des personnages qui sont bien du premier coup, d'autres on les trouve pas tout de suite. Les animaux sont là. Les animaux ont l'air bêtes, mais pas tant que ça. Voilà. Des grands yeux en tout cas. Ouais. Et puis petit à petit on affine, on trouve petit à petit comment sont les personnages. Et là les couleurs, elles sont à quoi ? Elles sont à l'aquarelle ? Alors ça c'est un feutre noir plus de l'aquarelle, ça c'est que de l'aquarelle, ça doit être du crayon de couleur. Et donc là, par exemple, t'as pas tout de suite dessiné sur la tablette ou... Non, ça c'était même avant. Avant de commencer, je pense que c'est comme un musicien qui fait des gammes, qui apprend le morceau chez lui. C'est ma soupe en fait. Et puis une fois que je suis à l'aise, ou un comédien qui apprend un rôle et en impro vachement sur du théâtre d'impro, quand on a bien son personnage, il peut lui arriver n'importe quoi. Et on va savoir comment être en personnage et pas perdre son rôle. En dessin, c'est un peu pareil. Une fois qu'on maîtrise bien le personnage dans tous les sens, je l'ai dessiné dans tout un tas de positions qui n'ont jamais eu lieu dans le livre. Mais je sais, Nono Lulu ou tous les copains, comment ils réagiront s'ils ont très peur, s'ils sont heureux, s'ils sont amoureux, parce que Parce que tu as eu cette recherche avant. Donc là, mes carnets, ils servent à ça. J'ai aussi des carnets plus libres où je dessine. Moi, je vais au café tous les matins. Les poids-de-vin assidus m'auront sûrement déjà remarqué. Mais, c'est lequel ? Alors, je vais au Gambetta ou à la Serrurerie. Ça dépend de la saison, ça dépend des jours d'ouverture et tout. Mais c'est des endroits à la fois calmes et vivants que j'aime bien. Et donc, je dessine beaucoup les gens très rapidement pour choper des choses comme ça. Mais là encore, c'est comme des gammes de musiciens, je pense. C'est des choses qui sont... Je les regarde même pas après. Hein. C'est vraiment un truc pour se faire la main. Ou s'échauffer presque. Voilà. Et tous les matins, ça c'est ta alors, routine. ça dépend si je suis... là, j'étais à la bourre sur le dernier Nono Lulu, donc j'ai pas trop pris le temps de dessiner. Mais en général, j'essaie toujours de commencer par 2-3 pages de dessins de gens que je vois. Ça participe à... T'es dans l'observation aussi. Ouais, alors le dessin, c'est que ça pour moi. C'est que de l'observation. Quel que soit le style, à un moment, il faut qu'on chope un truc ça va être des habits, une coiffure, un truc qui fait qu'on y croit. Mon personnage, il faut qu'on sache, quelle que soit la manière dont je le dessine, s'il vit aujourd'hui ou au 19e siècle, s'il est riche, s'il est pauvre, s'il vit en province ou à Paris, ou s'il est prétentieux ou je sais pas quoi. Enfin, faut qu'on le sache en quelques traits. Parce que sinon, on s'accroche pas à lui, quoi. Oui, c'est comme le son où nous, on va devoir faire en sorte que les gens voient quelque chose, mais uniquement par le son. Le dessin, c'est pareil. Il faut réussir à savoir d'où il vient. Oui.
Et ouais, voilà. Et puis donc, après, je dessine aussi, ça me sert. Alors là, on est déjà dans le projet où je fais le storyboard de la BD complète. Alors c'est très rapide, hein, je mets grand maximum 5 minutes par page, même 3. Là, c'est vraiment le découpage, quelle place prennent les bulles. J'écris même pas les textes. Les bonhommes, c'est des bonhommes bâtons et tout. Et ça me permet après, une fois que j'attaque sur mon iPad les dessins, d'avoir... Moi, je suis très adepte je réfléchis de moins en moins, donc, ou je réfléchis par tranche. Donc là, j'ai la tranche de c'est découpé, très bien. Maintenant, j'ai plus qu'à m'appliquer à dessiner les personnages quand je fais le brouillon pour que leurs attitudes soient justes, qu'on y croit. Et après, je fais l'ancrage. Et l'ancrage, là, on pourrait comparer ça au musicien qui fait son concert. J'interprète, c'est-à-dire que le personnage, les proportions sont bonnes, tout va bien. Et j'ai plus qu'à faire le trait qui est énervé, amoureux ou je sais pas quoi. L'émotion, quoi. Ouais. Et puis après, je fais les couleurs qui racontent aussi beaucoup. Moi, j'aime beaucoup utiliser les couleurs pour que ça raconte. Là, je me rappelle très bien, mais comme plein de dessinateurs dans Lucky Luke, qui était une des premières BD où à un moment, quand Lucky Luke est choqué, il est dans la forêt, mais derrière lui, c'est rouge. Et la couleur, elle raconte quelque chose à ce moment-là. Alors moi, j'aime beaucoup utiliser ces techniques-là. On parle des couleurs, est-ce que tu as déjà dessiné en noir et blanc Ah bah oui, oui. Je me pose pas ces questions-là, c'est-à-dire que les couleurs, elles servent à raconter quelque chose. Mais alors, il y a certains livres où la commande est en noir et blanc, pour des questions de budget ou de tranche d'âge. Notamment, je fais des romans ados un peu, ou pré-ados, où on a une couverture en couleur et tout un tas d'illustrations en noir et blanc. Donc on réfléchit pas pareil, mais bon, c'est un autre mode de... Et comment tu racontes quand il n'y a pas de couleur alors, toi ? Il y a le dessin, c'est-à-dire que la couleur, elle apporte des choses en plus, mais il y a quand même des couleurs, c'est-à-dire que c'est clair ou foncé, dense ou light, c'est déjà des notions qu'on pourrait mettre dans la famille des couleurs, tout ça. Et tu disais tout à l'heure que tu aimes bien travailler dans l'urgence. Là, il y a eu 1 an entre la première et la deuxième, mais il y a une série, l'Olympe, que tu peux peut-être nous montrer. Héros de l'Olympe, oui. Voilà. Là, pour le coup, tu disais que ça, tu le fais en 1 semaine, quoi. Oui, alors après, ça dure plus longtemps, hein, mais si je mettais tout bout à bout, oui, je mets 2 jours à peu près pour faire les crayonnés, et puis 3 jours à peu près pour faire tout en couleur. Mais en fait, je reçois le texte. Je fais souvent... Après, il y a les contraintes du monde de l'édition qui font que, par exemple, je suis en train d'en faire 2 nouveaux, où on m'a demandé de faire les couvertures en premier et 1 ou 2 doubles pages avant, mais j'ai fait que ça. J'ai même pas lu tout le texte dans les détails, mais on prépare ça pour que les commerciaux puissent démarcher, annoncer, que les sites marchands puissent mettre une couverture et tout ça. Donc déjà il y a ce travail-là. Ensuite, là je suis clairement en ce moment, aujourd'hui même, en train de les faire les 2 nouveaux. Donc je fais mes crayonnés, donc ça me prend environ 2 jours. Là encore, ça dépend. C'est de plus en plus simple parce que la série a 6 tomes pour l'instant, donc je connais, ça se passe il y a 2000 ans ou 2500 ans en Grèce, donc un village grec il y a 2000 ans, j'ai mis du temps à le dessiner dans le premier tome. Maintenant, je connais les codes, la végétation, les formes des maisons et tout ça, donc là-dessus je vais plus vite. Puis après, il y a toujours des nouveaux personnages ou des petits défis, le cheval de Troie, des choses comme ça qui arrivent pour chaque épisode. Donc, mais je mets 2 jours à peu près, et puis 3 jours pour faire l'ancrage et les couleurs. Mais entre-temps, les crayonnés, je les ai envoyés à l'éditeur qui va prendre du temps pour les relire, qui va en discuter avec l'auteur. Il y aura des petites choses à changer. Et donc tout ça, ça dure longtemps. D'une manière générale, un livre, on met 1 an. Alors bon, sauf exception, mais le déroulé, c'est 1 an. Mais moi, je travaille pas 1 an dessus, évidemment. Oui, c'est qu'il y a plein de métiers différents dans un livre. Et justement, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est à la fois hyper solitaire. En même temps, il y a quand même toutes ces personnes de différents métiers, les éditeurs, les auteurs avec qui on est en contact. Mais en tout cas, toi, t'es passé un peu de dessiner tout seul chez toi à passer à la scène, puisque tu proposes 2 spectacles, Improbable et... La grosse tâche. Et La grosse tâche, exactement. Et le premier, c'était Les Improbables, ça fait un moment que ça tourne. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu l'idée de passer du dessin seul à la scène ? Alors moi, j'ai eu aucune idée. Le spectacle dessiné, ça existe... la forme qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une caméra qui filme et qui projette,
fin des années 90, enfin c'est avec la possibilité d'avoir du matériel qui fait ça sans que ce soit trop onéreux. Aujourd'hui, même maintenant, avec quelques petites centaines d'euros, on a tout ce qu'il faut. Mais moi j'ai vu, la première fois que j'en ai vu, je pense que c'était à Angoulême au Festival de la BD à la fin des années 90 et j'avais trouvé ça génial. En fait, j'ai rejoint Improbable qui existait déjà. Improbable au début, donc Improbable il y a 3 I, mais au début il y avait 2 I. Okay. Parce qu'il y avait juste un piano et une batterie, c'était Loïc Bernardo à la batterie et Vincent Daquet au piano, qui faisaient de l'improvisation. Voilà. Et puis Vincent m'avait contacté pour un autre spectacle dont il faisait partie, où il reprenait avec Édouard Audouin des chansons de Bobby Lapointe et il voulait en faire une version jeunesse avec du dessin. Il m'a contacté pour ça. Bon comme souvent dans les projets, on en a discuté, ça s'est pas fait et il m'a dit mais moi j'ai un autre spectacle qui s'appelle Improbable avec Loïc Bernardo. On pourrait peut-être essayer avec du dessin. Donc on a essayé à Zo à l'époque, il y a longtemps, il y a plus de 15 ans. On a essayé, ça nous a bien plu. On a joué dans tout un tas de bars à Poitiers, voilà. Et puis on l'a continué. C'est un spectacle un peu, pour moi c'est un petit fil rouge à côté. Et pour eux aussi, on joue pas souvent, on joue 1 ou 2 ou 3 fois par an grand maximum. Et on aime bien garder cette fraîcheur, parce que c'est 1h15, 1h30 d'improvisation totale. On ne sait pas ce qu'on va faire du tout. Autant musical qu'en niveau dessin. Ouais. Et on a travaillé beaucoup à ce que moi, de fait, je raconte des choses. Si je dessine un pirate, c'est une histoire de pirate. Mais on a travaillé beaucoup aussi à ce que eux puissent raconter des choses, à me couper la chic, par exemple. Loïc est très bon là-dessus, de faire monter une pression là où il n'y en a pas besoin. Et du coup, moi, ça m'oblige à changer mon histoire, à improviser. Vincent aussi. Enfin bon, on essaie de mélanger ça. On a essayé de travailler ça un peu comme un trio de jazz presque. Sauf qu'il y a du dessin. Alors en musique, ils sont très habitués à jouer. En dessin, ce qui est difficile, c'est que quoi qu'il se passe, même si c'est moi qui décide, quelque part c'est moi qui décide l'histoire, puisque l'histoire c'est ce que je dessine. Mais moi, mon gros problème, c'est que je serai toujours plus lent qu'eux. S'ils veulent faire boum, ils peuvent faire boum tout de suite. Moi, il me faut au minimum quelques secondes. Donc on a beaucoup travaillé ça, cette manière de pas parler, pas raconter au même rythme. Ou de pas avoir la même temporalité, quoi. Et donc Improbable, c'est ça. Et puis on a toujours gardé ce truc-là en essayant de jouer dans des endroits différents, des formats différents, des conditions différentes. C'est ça qui nous motive. C'est vraiment le petit bonbon qu'on a en plus, quoi, Improbable. Et toi, ça t'apporte quoi, Improbable ? Alors, ça m'a apporté quoi ? Une adrénaline, en fait. C'est clairement ça. C'est assez... alors, en théâtre d'impro aussi, il y a un côté quand même qui est assez vertigineux de se dire je sais pas ce que je vais faire et peut-être ça va être nul. Et tout l'intérêt, il est là. Et parfois, c'est nul, je sais pas, on essaie de pas faire des trucs nuls, mais parfois, c'est tout l'intérêt de l'improvisation en général, que ce soit en théâtre, en musique, en dessin, en tout, c'est de se dire, on est toujours à 2 doigts de rater, mais c'est ce qui ouvre les portes à un moment où on a tous vécu dans des spectacles, un moment où on ne sait pas pourquoi, là, toute la mayonnaise a pris, tout a pris, et ça, juste pour réussir à avoir ces petites secondes-là, parfois, ça, c'est génial. Ça fait hyper plaisir. Ah ouais, et puis même, c'est un moment où on ne soupçonnait pas d'être capable de produire ça. Là où, alors en tout cas moi dans le dessin de commande, je suis clairement dans la maîtrise tout le temps de ce qu'on me demande, répondre bien à la question, etc. Là il y a un contrôle qu'on n'a pas, quoi. Ouais, ça c'est génial. Et tu as parlé du théâtre d'impro. Où est-ce que tu fais du théâtre d'impro à Poitiers ? J'ai découvert ça à la Ludie et j'y suis toujours. Je suis le doyen des adhérents de la Ludie d'ailleurs. Moi je m'amuse beaucoup. Déjà parce que c'est hebdomadaire, c'est des ateliers, hein. J'adore ça, donc c'est comme ceux qui font du tennis toutes les semaines, enfin moi vraiment je le prends comme ça. Puis aussi ça me permet de rencontrer plein de gens, notamment des gens de 20 ans qui sont étudiants et qui vont vachement me nourrir de... on parlait d'aller dans le café dessiner des gens, moi quand j'avais 20 ans, quand je vois les gens de 20 ans aujourd'hui comme ils s'habillent, je dis waouh, ils sont hyper stylés. Nous on avait des joggings, c'était nul quoi. Mais si je dessine des gens de 20 ans aujourd'hui, il faut qu'on sache que c'est des gens de 20 ans, à la fois dans leurs vêtements et tout, mais dans une attitude, un truc. Pour moi, c'est super important ça, donc ça me permet de côtoyer d'autres gens, puis surtout ça me permet de m'amuser. Et je fais aussi partie de Poitiers Impro, qui est une ligue plus de copains, on va dire, qui s'est montée et où on joue moins souvent au local.
On fait des matchs d'impro, voilà. Et on peut parler de Poitiers, puisque là, tout à l'heure, tu m'as parlé de ce professeur qui vous a appris plein de choses et qui a repéré 3-4 élèves dans l'illustration. C'est quoi le paysage de l'illustration jeunesse à Poitiers? Donc Laurent Audouin, qui est là depuis longtemps, c'est le taulier, clairement. Et puis après, il y a tout un tas d'autres personnes qui ont notre âge. Il y a Marie Desbon, que certains connaissent peut-être, déjà parce qu'elle fait tout un tas de livres et elle bosse beaucoup pour Djeco, qui fait des puzzles, beaucoup de choses plus pour enfants. Elle fait aussi beaucoup de bijoux qu'elle a vendus à Colibri pendant un temps. Voilà. Il y a Nicolas Francescon, alors qui était un copain de lycée, mais qui a fait exactement le même cursus que moi. Nicolas, on le connaît parce qu'il a beaucoup fait d'illustrations pour Grand Poitiers l'été, il me semble. C'est lui notamment qui fait la communication visuelle de Quiproquo Théâtre. Et Nicolas, il fait beaucoup de jeux il dessine beaucoup des boîtes de jeux de société, les éditions du Scorpion Masqué. Il fait beaucoup de 3D, c'est quelqu'un qui sait faire plein de choses. Il bosse aussi beaucoup pour Astrapi, etc., pour tout un tas de magazines. Donc il y a aussi Virafeuille, qui fait de la BD, qui fait aussi des albums, qui a un style plus... C'est pas manga, il y a de l'aquarelle, mais on sent qu'il y a ces inspirations-là, que moi je connais pas du tout. Alors là... c'est pas du tout un univers qui m'a nourri. C'est sublime ce qu'il fait. Voilà, il y a Émilie Michaud aussi qui fait de l'album jeunesse, Plume Aquarelle. Il y avait Charlotte Lemaire, mais elle nous a pas quittés. Elle est partie ailleurs à notre plus grand regret parce que moi j'adore vraiment son travail. Moi aussi. Elle est super super forte et puis elle est adorable. Voilà, il y a Lanne qui vit à Vivonne. Elle fait de l'illustration numérique. Elle fait beaucoup d'éditions. Qui a-t-on là dans le coin? J'en oublie. Il y a un gros vivier quoi finalement. Ouais. Alors il y a un vivier, mais je pense dans plein de villes. Mais un chanteur dans un groupe, on le voit parce qu'il va sur la scène, mais nous on est chez nous. Donc pour se connaître, il faut sortir, mais nous on se connaît parce qu'on est, soit on a fait les mêmes études, soit on se connaît via le métier en fait. On va parler d'un autre spectacle. Là pour le coup, il n'y a pas encore de date, mais c'est prévu pour 2026. Si, il y a une date le 6 mai à la Blaiserie. Ah, il y a une date. Donc c'est La Grosse Tâche. Ouais. Là c'est un seul en scène que tu nous proposes, clown et dessin. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Grégoire Fusain, un illustrateur très célèbre. Il est très célèbre et il le sait, il en joue, c'est quelqu'un avec qui on ne rigole pas avec le dessin et il vient faire son spectacle dessiné qu'il a l'habitude de faire à travers le monde depuis des années et des années et il dessine son oiseau jusqu'à ce qu'un incident arrive, alors je ne vais pas raconter lequel, et toutes ses certitudes vont voler en éclats parce que ça ne va pas du tout se passer comme il le souhaite. Et là, il y a un côté un peu où tu rassembles tes deux passions, le dessin et un peu tout ce que tu travailles en théâtre d'impro, j'imagine. Ouais, c'est ça. Puisque là, tu joues vraiment. Ça vient de plusieurs choses. Déjà, j'ai toujours bien aimé faire du théâtre d'impro. Et Improbable, à un moment, je voyais bien que j'avais envie de me lever de la table. Mais on a un code dans Improbable, c'est qu'on est habillé en noir et on ne se parle pas. C'est vraiment la musique et le dessin qui racontent des histoires. C'est eux les stars. Voilà. Et donc, à un moment... ça me démangeait un peu de faire ça et puis j'en parlais vachement à plein de gens de ce truc là et c'est Julie Gobin de Cap Sud qui m'a dit on peut aider des artistes à faire leur création donc ça c'était en 2024-25 et donc ça, elle m'a dit comme ça tu vas le faire, ça m'a un peu mis au pied du mur et c'était super. Et donc voilà, l'idée c'était à la fois effectivement de faire ça, un théâtre un peu gestuel. Moi j'ai toujours adoré tous les Buster Keaton, Mr Bean, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fait marrer, qui est quelque chose de très BD en fait aussi. Donc voilà, essayer en tout cas de faire ça sur scène et aussi dessiner. Et aussi faire un truc qui est entre les deux, c'est-à-dire des tout petits gags. C'est-à-dire, comme ma caméra filme ma feuille, ça me permet de faire des gags. Par exemple, je dessine, la mine se casse. Ça, on ne peut pas le faire sur scène s'il n'y a pas une caméra qui filme parce qu'on ne voit rien. Donc, permettre de transformer cette feuille en une petite scène qui fait qu'il y aura des gags à l'échelle toute petite. Microscopique. Ouais, pas microscopique, mais presque. Ouais.
Et là, c'est tout public. On n'est pas que sur du jeune public. Ah oui, clairement. Improbable aussi, hein, d'ailleurs. Mais même moi, quand je fais des livres dits jeunesse, je me pose jamais cette question. Pour moi, c'est tout public, oui. Dans La Grosse Tâche, il y a même une sorte de double discours. C'est-à-dire que ce qu'on voit... où il y a des gags, des dessins qui s'animent, on va dire. Alors je vais pas trop en révéler, mais il y a aussi beaucoup de dessins. En soi, ça plaît vraiment tout petit, mais le fond de ce spectacle, le propos, ça va être vraiment de se dire lâchons-nous, soyons créatifs, on n'est pas obligé de bien s'appliquer. Ça, c'est plus un message qui va plus parler aux parents ou aux adultes. Et est-ce que tu peux nous redire la date comme Alors ça, le 6 mai à la Blaiserie, c'est un mercredi après-midi. Mercredi 6 mai à la Blaiserie, on sera là. Et on va discuter d'une dernière chose, c'est le volet médiation, puisque tu fais aussi pas mal de médiation en milieu scolaire. Et il y a un projet avec un autre illustrateur à Poitiers, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est avec l'OCCE de la Vienne, et c'est avec Laurent Audouin, c'est lui qui a initié ce projet. Il l'a même quasiment créé de toutes pièces, et puis ils m'ont remis, l'OCCE et Laurent m'ont intégré à ce projet, où on suit 5 classes par an. Alors dans la Vienne, cette année en 2025-26, c'est quasiment que des écoles de Poitiers. Et on suit 5 classes donc, et on leur fait découvrir tout le métier d'illustrateur, tout le cheminement pour faire un livre, et eux-mêmes vont faire un livre, la suite d'un de nos tomes. Donc moi, il travaille sur Nono Lulu, puis Laurent, il travaille sur sa série Sacré-Cœur. Donc ils vont faire une histoire, créer une histoire, faire les croquis, faire l'ancrage, les couleurs, avec un moment où nous on va prendre le rôle de l'éditeur, c'est-à-dire leur faire refaire et leur dire ça on comprend pas, ça tu peux l'exagérer, ou ce dessin, le personnage n'est pas à la bonne taille. Ça c'est difficile pour eux au début, mais ils y prennent vite goût parce qu'ils s'aperçoivent que le livre il va être vachement plus poussé, plus pro. Et à la fin, ils font ce livre, ils l'impriment. On fait un salon du livre où nous, on propose et on dédicace nos livres, et eux vendent et dédicacent leurs propres livres, et ça, c'est top. Et ça, ce sera quand ? Alors, ça dure toute l'année, et alors je crois, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est le samedi 30 mai à la Blaiserie qu'on fera cette fête du livre qui, pour le coup, est ouverte à tout le monde. La Blaiserie QG, en fait. Cette année, ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, génial. Est-ce qu'il y a une dernière chose dont tu as envie de nous parler ? Je fais aussi des stages, j'anime des stages pour apprivoiser cette technique du dessin sur scène, parce que le spectacle La Grosse Tâche, il a aussi un troisième discours qui se moque un peu gentiment de beaucoup de spectacles dessinés que j'ai pu voir, qui me semblent pour le coup un peu plan-plan, c'est-à-dire qu'on met quelqu'un, il dessine bien, tout le monde est content, il est content, voilà, fin du spectacle. Et il y a beaucoup de fois où je suis ressorti d'un spectacle où le dessinateur ou la dessinatrice était super fort, mais je me disais, c'était impressionnant, mais c'était pas un spectacle. Et donc dans ce stage-là, qui a lieu une fois par an, à Cap Sud pour le coup, qui est ouvert plutôt aux professionnels, donc c'est surtout des illustratrices et illustrateurs professionnels, on travaille l'idée de faire un spectacle du dessin, pas juste il dessine bien, c'est suffisant, mais travailler la manière de raconter une histoire, improviser, faire une dramaturgie, ne pas être ennuyeux. Parce que moi, quand je fais un livre, mon seul objectif, c'est mon dessin fini, mon affiche par exemple. Donc je fais mon dessin, j'y passe 1 heure, 5 jours, c'est pas ton problème toi. Il faut que le dessin marche. Mais dans le spectacle, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le seul truc qui est pas important, c'est le dessin fini, puisqu'on le voit 3 secondes. Par contre, les 10 minutes où on va le faire, il doit se passer plein de choses. Et ça, c'est difficile de débouler sur scène et de se dire, faut que je pense à l'envers. Il faut que ce que je rends important, c'est le moment où je dessine et pas mon dessin fini. C'est le processus, quoi. C'est ça. Et on travaille à ça. Et j'adore faire ça parce que moi, j'apprends plein de trucs. Il y a plein d'illustratrices et d'illustrateurs super qui s'inscrivent. C'est génial. Et ça dure combien de temps ? Ça va durer 1 semaine. C'est en mai. Ce sera à Cap Sud. Et le jeudi... J'ai oublié, il faudrait qu'on regarde les dates. Le jeudi soir, on fera une restitution publique, donc avec souvent des illustrateurs qui font des livres super connus, c'est vraiment bien. On fera une restitution publique de choses qu'on a pu essayer pendant ce stage. Génial. Voilà. Là aussi, on sera là. Le 21 mai. Le 21 mai. Jeudi 21 mai. Super. Merci beaucoup, Loïc. Merci. À bientôt. À bientôt.